Bonjour chancelier. Bonjour madame. Vous êtes président du PPPC, c'est ça? Oui, le président national du Parti du Peuple pour le Progrès du Congo, un parti du centre et de la majorité morale. On parle aujourd'hui du dialogue. Aujourd'hui, ils sont au siège, aux cités de l'Union africaine. Ils vont boucler aujourd'hui pour ces dialogues. Parmi déjà des résolutions, il y a l'organisation des élections en 2018 et le poste du Premier ministre revient à l'opposition. Dans toutes ces résolutions, quelles sont votre lecture? Oui, nous sommes en train de prier que le Seigneur protège le Congo parce qu'il me semble que nous sommes en train de naviguer vers des zones de turbulence. Cela, je voudrais dire que quand vous voulez avoir un dialogue et que beaucoup de parties prenantes ne sont pas parties prenantes, dont l'Église catholique, dont une majeure partie de l'opposition, et les autres qui sont là, et les cris du monde entier qui nous demandent d'avoir un dialogue un peu plus inclusif, c'est un peu hasardeux de dire que je crois qu'on va imposer à la nation une décision d'une petite minorité qui se contredit en tout. En premier lieu, si l'opposition formait les gouvernements avec la majorité, elle a cessé de devenir opposition et malgré que cela n'est pas aussi autorisé dans la Constitution. Et la Constitution du Congo ne permet pas, n'a pas donné l'autorité à un Parlement qui qu'il soit de venir négocier les paramètres tracés et imposés par la Constitution. Donc j'ai peur que nous sommes entrés dans un navire ivre auquel Madame la procureure de la CPI a dit qu'elle suivait de très près les actions au Congo, avec toute la jeunesse que nous avons aujourd'hui au Congo, à peu près 29 millions de jeunes gens qui ont depuis 2000, qui sont nés en 1997, aujourd'hui qui ont 19 ans, et qui ont raté l'examen d'État et sont exclus du système éducatif, avec le nombre d'enfants que nous avons qui ont fini l'université depuis 1997, jusqu'à présent n'ont pas de travail, avec de nombreux parents qui ne peuvent pas avoir le moyen d'envoyer les enfants à l'école. Donc, si vous voyez, la liste des indignés est tellement grande et qui n'est contrôlée par personne, ni l'opposition de la majorité. C'est un peu hasardeux de croire qu'on peut les imposer une décision d'un petit groupe, aussi divers soit-il. Deuxièmement, ma peur est que nous n'apprenons pas des leçons apprises ailleurs. Ce qui est arrivé au Rwanda, ce qui est arrivé dans d'autres pays, dans la Libye, la Syrie, tout ça, je pense que la sagesse oblige que nous puissions chercher tous les moyens possibles de ne pas faire une forcée dans la conscience des gens, parce que nous traversons des zones de turbulence et nous ne voulons pas être dans un navire ivre qui serait dangereux. Et encore, je ne sais pas quelle sera la base juridique sur laquelle un gouvernement de transition sera placé, et s'ils croient que ces acteurs qui sont maintenant réunis vont s'accaparer des postes. Si réellement c'est le bonheur de la nation qui était à leur cœur, ils auraient dit « nous ne serons pas candidats aux élections suivantes ». Mais quand vous lisez la page 10 de leur avant-projet, vous trouvez qu'ils ont fait des choses tellement dangereuses. La première, c'est se donner 90 jours d'avoir quitté le gouvernement et être candidat aux élections suivantes et avoir le temps d'avoir des portefeuilles pour gérer. Ce qui m'étonne que la Constitution ne permet pas ces choses, donc j'ai tellement peur que nous avons des gens qui veulent jouer par la tyrannie et jouer par la force de la raison du plus fort,
Et je m'inquiète que déjà les enfants de l'école primaire ont raté les premiers jours de la rentrée scolaire. Sur les 220 jours de cours, déjà ils ont perdu 18. Donc, quel genre de pays nous voulons voir? Et demain, ou le lendemain, on prononce encore une journée morte. Je pense qu'il est temps que nous ayons un peu de bon sens et appeler à un esprit de convivialité, un esprit de compromis, un esprit de tolérance, un esprit de patience et un esprit de sagesse. Parce que moins que ça, nous sommes en train de conduire le pays dans un risque. Et d'ailleurs, je pense que aussi la communauté internationale est responsable. Parce que vous savez que pour un agent de la MONUSCO qui est au Congo avec un budget de 1 milliard de l'argent, pour nombre de ces gens-là, c'est une grande fortune. Parce que vous savez qu'il n'y a pas un seul agent de la MONUSCO qui peut croire que dans son pays, lui, quand il y a élection, et qu'on a négligé, qu'on a bafoué la Constitution, quelles que soient les raisons, qu'on peut aller dans un dialogue. Imaginez-vous qu'aujourd'hui, qu'on appelle aux États-Unis d'Amérique, qu'on prenne les républicains et démocrates dans un dialogue parce qu'il n'y a pas un candidat valable. Je trouve que ce sera très grave. Alors que je m'étonne que nous avons à la tête de la MONUSCO un Américain, et il y a l'Union européenne qui est là, il y a les déclarations qu'a fait les représentants du secrétaire général des Nations Unies, qu'il voit qu'un danger arrive au Congo. Et moi, je les tiens pour responsables. D'ailleurs, nous saisissons Madame la procureure de la CPI pour lui dire que si quelque chose arrive au Congo et qu'il a été prédit à la tribune des Nations Unies par des personnes aussi importantes que les représentants du secrétaire général, eh bien, il faut que les dirigeants de la MONUSCO, les dirigeants de l'Union européenne, les dirigeants de l'Union africaine, les dirigeants de la SADC soient tenus pour responsables collectifs et individuels pour leur participation, soit pour l'omission de ce qu'ils savaient dire, qu'ils n'ont pas dit. Parce que cette fois-ci, nous ne sommes pas sans avertissement. Donc, nous demandons à Madame la procureure de la CPI que le Congo ne va plus tolérer de voir un seul enfant mort et que si on amène ces affaires de violence, qu'on puisse savoir les causes premières de ces violences et qu'elles poursuivent. Parce qu'une justice à double échelle ne marche pas. Si on poursuit M. Bemba à cause de ce qui a été fait en Centrafrique, ça m'étonnerait que les gens qui sont en train de cautionner que les Congolais violent leur constitution soient excusés et qu'on pense qu'il n'y a rien là-bas. Donc je pense que la sagesse doit prévaloir, qu'on arrive à trouver une solution qui sera conviviale, qui sera acceptable par tous et qui ne sera pas d'opportunisme. Et je demande à tous ceux qui sont partis du dialogue, s'ils sont des vrais Congolais qui croient à la nation Congo, qu'ils ne soient pas candidats aux élections qui vont suivre, parce qu'ils ne peuvent pas se servir de portefeuille du ministère et venir se faire candidat. Donc si réellement que le peuple retienne très bien, si ces hommes qui sont partis par le peuple seront candidats aux élections suivantes, ils sont alors des opportunistes et ils doivent les sanctionner de ne pas les voter parce qu'ils sont partis faire un deal, un arrangement qui serve leur intérêt au détriment des peuples congolais. Donc je lance un défi à tous ceux qui sont partis au dialogue de ne pas se présenter aux élections suivantes pour avoir géré la transition de ce quoi illégal et non autorisé par la Constitution, donc illégitime. Et donc, professeur, vous voulez dire que vous soutenez la demande du rassemblement qui demande un autre dialogue? Vous êtes d'avis? Je pense que ce n'est pas les rassemblements qui demandent un autre dialogue. Je pense que c'est les hommes intelligents qui demandent un dialogue plus inclusif. Si vous avez un pays comme le Congo, 70 millions de personnes et 25 millions ont voté une constitution par un référendum et que vous réunissez 300 plus personnes dans un camp militaire quelque part et que vous décidez que ces gens-là peuvent écrire une autre pensée que le peuple, c'est un peu trop cherché. Je pense que j'en appelle à la conscience des Congolais de comprendre que nous devons avoir un dialogue plus inclusif et dire aux Congolais qu'il n'y aura pas de dialogue
c'est nous insulter de croire que nous sommes encore colonisés par Léopold, mais nous sommes un peuple brave, un peuple fier, un peuple digne. Nous n'allons pas permettre que ce genre de choses se fassent. Nous demandons donc que la sagesse se révèle, qu'on n'arrive pas à s'imposer, allons doucement, avec scrupule et sagesse, vers une solution un peu plus sage que celle de croire que la règle est plus forte. Parce qu'il me semble qu'aujourd'hui, ceux qui sont au dialogue sont partis se servir parce qu'ils seront candidats. Et je lance un défi, si réellement ils sont des patriotes, qu'ils disent qu'ils ne seront pas candidats aux élections suivantes. S'ils sont candidats aux élections suivantes, ils sont des opportunistes. Et dès lors qu'ils seront un gouvernement, ils ne seront plus jamais l'opposition. Donc ce qui est bon avec ces groupes, qu'ils ont montré leur vraie couleur, qu'ils n'étaient jamais de l'opposition, et que maintenant nous savons qui est de l'opposition et qui ne l'est pas. Donc nous appelons à la conscience du peuple congolais, et à la CPI aussi de regarder les causes premières et de bien ouvrir l'œil et les bons pour savoir qui pousse le peuple à la violence. Et nous ne voulons plus enterrer nos enfants, J'ai moi-même présenté un plan qui devait créer une cohésion nationale en prenant les chefs coutumiers, en prenant les chefs des quartiers, les chefs du village, et nos enfants, 50 000 de ces enfants, et ils pouvaient arriver à avoir tout ce que nous cherchons dans un nouveau fichier. Et au plus tard, le 30 juin 2017, nous pouvons avoir un nouveau gouvernement inauguré, et cela serait justice pour tous. Mais qu'à cela ne tienne, nous lançons un défi à tous ceux qui sont partis au dialogue, qu'ils ne peuvent pas se porter candidats, car ils auront fait des lois qui ont porté profit à eux. Professeur, on parle d'autre chose. La Cour constitutionnelle va trancher aujourd'hui sur la requête de la CENI pour le report des élections. Qu'est-ce qu'on peut espérer de cet arrêt? Trois choses. D'abord, nous mettons maintenant la justice devant la justice. Nous voulons savoir d'abord l'indépendance de la justice. Donc, nous voulons voir les décisions et on ne se prononce pas pour nous permettre un peu de voir dans quelle direction il va. Est-ce que c'est une pesanteur vers le bas ou bien une montée par l'hélium? Nous sommes curieux tous de voir. C'est la deuxième décision qui vont rendre dans la même affaire. Nous savons que la première décision est une décision sans date. Ils ont déjà dit. Et pour la première fois, ça m'étonne de voir que les hauts magistrats ont fait une décision qui n'a pas de date, parce que le droit congolais c'est un droit écrit et les dates sont tellement importantes, mais la première était sans date limite, elle a parlé vaguement. Nous sommes curieux et nous prions que les choses tombent pour que nous puissions savoir exactement nous avons quelle justice. Donc tous les Congolais avertis prient tous les jours que la Cour constitutionnelle tranche pour qu'elle montre ses vraies couleurs. Merci, professeur. C'est moi qui vous remercie, que Dieu bénisse le Congo. Merci beaucoup pour ça, je viens de dire il y a de cela une heure passée que la République démocratique du Congo ne peut pas dépasser l'année 2017 sans élection et il demande le dialogue inclusif. Vous, comme un acteur politique, quelque part, vous avez fait allusion à l'Union européenne, vous avez fait aussi appel à la CPI. Comment vous pouvez réagir à cette décision? Et puis il y a des sanctions qui sont réservées pour les hauts fonctionnaires démocratiques du Congo. Je pense que ici, ce que nous craignons nous autres, c'est nos enfants. Écoutez, quand vous avez un pays qui a perdu 6 500 000 personnes, quand vous avez un pays dont les enfants qui sont nés depuis 1997, qui ont 19 ans aujourd'hui, et chaque année 97, au moins 100 000 enfants sont réduits dans la rue, ils ne vont plus reprendre leurs études. Quand vous avez des quartiers où les gens n'ont pas d'eau potable, il n'y a pas de courant, quand vous avez des parents qui ne peuvent pas envoyer leurs enfants à l'école maintenant, écoutez, c'est dangereux de croire que les choses marchent comme il faut. Le peuple congolais a le droit de se choisir ses dirigeants, et si l'Union européenne n'arrivait pas à montrer qu'il n'est pas raciste, parce que ce qu'on demande aux Congolais ne se ferait jamais dans un pays de blancs, mais s'il va y avoir des justices de blancs et de noirs, nous serons contre. Si l'Union européenne, par bonheur, commence à nous traiter d'égal, avec respect et dignité,
nous applaudissons la décision. Mais je pense que ma question est de savoir quand est-ce qu'ils savaient qu'il y avait un navire ivre au Congo. Et je pense qu'il faut bien voir. Je pense qu'ils doivent identifier les instigateurs qui sont en train de faire ça. Parce que moi, je connais que le chef de l'État avait parlé devant les tribunes des Nations Unies en 2014, j'ai bonne espérance. Il a même promis la date des élections. Donc, quelque part, quelque chose est mal parti. Donc, il faut qu'on établisse des responsabilités. Et la personne qui devient à Cannes du Congo, qui cause le pays d'aller dans la misère, doit être identifiée, punie sévèrement. Et je pense que le sang des Congolais qui vient de tomber le 19 septembre doit tomber sur la tête de cet homme-là. Parce que vous savez, le problème c'est quoi? Nous avons un grand problème ici au Congo. Nous avons perdu des vaillants soldats qui sont morts, des policiers, ce sont des jeunes gens qui viennent de nos quartiers, ce sont nos enfants. Nous avons perdu des enfants qui viennent de nos rues. Et beaucoup d'enfants qui sont arrêtés sont là sans défense. Personne. Mais on parle des grandes personnes qu'on a fait sortir. Mais où sont les enfants qu'on a aussi arrêtés? Donc nous devons arrêter l'hémorragie au Congo. Il est temps que nous puissions dire une justice équitable, une justice pour tous, une justice qui ne sera pas à double vitesse. Le pays, le Congo, a besoin de respecter ces textes et le texte du Congo est clair. Je ne vois pas un moyen légitime de montrer qu'il y a réellement moyen d'aller au-delà de 2018 pour les élections en 2017 parce que c'est grave. Mais en 2017, nous aurons compris que nous sommes encore dans le délai constitutionnel parce qu'après qu'il n'y ait plus de gouvernement, qu'il n'y ait plus de parlement au 19 décembre, eh bien, il y aura 90 jours, plus 90 jours, et ça donne 180 jours, et qui serait dans les délais constitutionnels pour avoir les élections. Et moi, j'ai proposé un plan, le plan Zita, qui circule, que tout le monde a réussi, qui peut réussir, qui doit réussir et qui va réussir. Mais ce qui manque au Congo maintenant, c'est la volonté. Et je pense qu'il est temps qu'on ait pitié de nos enfants. Nos enfants souffrent. Le pays va mal. Et les familles sont dans la misère, mais par contre, il y a un petit groupe de gens qui s'enrichissent d'une manière ostentatoire et bizarre. Et il est temps que nous puissions dire, les Congos nous appartiennent tous, et commençons par avoir un respect au texte, le nôtre, et pour ici, nous demandons que notre volonté, qui est partie pour avoir une constitution au référendum, ne doit pas être annulé par un groupe de gens, aussi intelligents soient-ils. Nous sommes tous des Congolais et tous les Congolais sont les mêmes devant la loi. J'en appelle à la sagesse de nos frères qu'on ne doit pas s'enrichir. Je regrette seulement que Franco n'est plus là. Parce que si Franco était là, il aurait chanté Toyeba yo, Nosala yo so Congolombongo à la maîtrise à battre. Les peuples souffrent et nous pleurons Franco parce que si Franco était là, les choses seraient différentes. Il aurait parlé, mais il y a un silence très grave que je regrette. Que Dieu bénisse Franco et que nous les pleurons. Merci. C'est moi qui vous remercie.